Bien, on va reprendre les débats donc avec cette deuxième table ronde de la matinée consacrée au vivre ensemble entre les femmes et les hommes. Vous le savez, le débat fait rage actuellement. Les rapports entre les hommes et les femmes sont assez compliqués et pour ne pas dire tendus. Depuis l'affaire Weinstein aux États-Unis, le débat s'est enflammé, des tribunes, des dénonciations sur les réseaux sociaux, des procès, un concert inaudible, une cacophonie, on pourrait dire, qui montre que ce débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes, les rapports entre eux restent très sensibles et n'est pas prêt de s'éteindre. On va accueillir dans un instant nos invités, mais d'abord nous sommes allés voir Sandra Muller. Sandra Muller, c'est elle qui a lancé sur Twitter, il y a quelques mois, le fameux hashtag, devenu fameux en tout cas, « Balance ton porc ». Sandra Muller vit aux États-Unis, plus précisément à New York. Elle est journaliste, elle s'occupe notamment des questions d'audiovisuel. Et puis, elle était à Paris de passage pour les fêtes de fin d'année. Et on l'a appelée et elle nous a accordé une interview, bien qu'elle était assez opposée, parce que effectivement, elle a dû répondre à plus de, je crois, 300 interviews en l'espace de 2 mois. Donc voilà, elle voulait mettre un peu, faire un peu abstinence en tout cas concernant les médias. Elle a quand même accepté, au regard de la thématique que nous vous proposons sur le vivre ensemble. Vous allez écouter ces témoignages. Ambre Lefebvre l'a rencontrée à Paris. Écoutez. J'étais en fait avec une amie dans la communication, journaliste au téléphone, et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais on en a tous un porc dans la profession, dans n'importe quelle profession. Le porc, c'est quand même le nom qui est donné à Weinstein, qui a eu une plainte de plus de 100 femmes. Et d'un seul coup, je me suis dit, on va lancer, en plaisantant et sur un coup de colère, comme j'aime bien avoir de l'humour quand je me fâche, commencer à dire, on va lancer, balance ton porc, comme ça, pour plaisanter en fait. Et puis après, avec ce qu'on connaît, plus de 720 000 messages, mine de rien, il fallait quand même que quelque chose sorte, et c'est ce qui s'est passé. Je crois que tout le monde avait besoin de s'exprimer. Je crois que les mots sont forts, c'est vrai qu'ils sont très parlants, on reproche leur vulgarité, mais je l'assume totalement parce que dans la vulgarité, il y a la notion de popularité et ça atteint pas mal de monde. On me reproche que balance, ça soit violent. Moi, je ne trouve pas plus violent que ça. Il faut aussi voir une partie d'humour, il faut aussi prendre un peu d'humour et de distance. Le terme, c'est pas d'avoir voulu choquer, c'est d'avoir voulu briser un silence. Et tout le monde le brise. Ça a parlé à tout le monde. Donc à chaque fois, le hashtag rebondit. À chaque fois, il ne s'arrête jamais. Dans l'ensemble, c'est un mouvement positif. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui vont régler leur compte. Et si elles le font de façon anonyme, moi, encore une fois, au départ, je demandais, mais j'allais très loin puisque je demandais le nom. Si effectivement tout est raconté de façon anonyme, avec peu d'éléments de vérité, que ça a l'air d'être sorti d'un roman de science-fiction ou d'autres, on peut prendre ses distances, mais en général, quand la situation est sérieuse, la personne qui en parle déjà fait un premier pas. C'est une victime, on ne peut pas culpabiliser une victime, et je ne pense pas que ça va être un mouvement qui va s'éteindre si facilement. À mon avis, c'est une deuxième révolution, on peut dire féministe, mais moi je préfère la révolution de briseurs de silence. Voilà, briseurs de silence. Pour poursuivre donc ce débat autour du vivre ensemble entre les hommes et les femmes, je vais vous demander d'accueillir Marlène Schiappa. Elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci de l'accueillir. Elle est accompagnée d'Armel et de Philippe Rougier de l'association Sésame, qui s'occupe de l'éducation des jeunes à la vie affective et sexuelle. Ils seront interrogés donc par Laetitia Greffier et Stéphane Vernet, tous les deux journalistes à Ouest France. Merci à vous. Bon débat. Bien, merci Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce débat Vivre ensemble, femmes et hommes. Stéphane, avant de démarrer, on va présenter nos intervenants. Oui, bonjour à tous et à toutes. Juste un petit mot pour les spectateurs de Public Sénat qui vont suivre l'émission. Donc, nous sommes avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, à droite, et monsieur et madame Armel et Philippe Rougier de l'association Sésame pour l'éducation des jeunes à la vie affective et sexuelle. Laetitia, la première question.
Bien, on va démarrer par un premier thème, si vous le voulez bien, qui est celui des relations entre les femmes et les hommes au quotidien. Et j'ai envie de débuter par une question simple mais vaste, Madame la Ministre. Quelle serait pour vous la bonne définition du vivre ensemble entre les femmes et les hommes ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, bonjour. Je pense que c'est une question très vaste à laquelle on pourrait répondre pendant des heures et des heures. Moi, je vais me permettre de dire que peut-être le vivre ensemble, c'est le fait, pour les femmes et les hommes en tout cas, c'est le fait de vivre véritablement ensemble et pas séparément, pas côte à côte. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à la mixité. Je pense qu'il est important de se mélanger, les femmes et les hommes, et de ne pas se répartir les rôles de façon stéréotypée. Et je me permets de dire que j'ai abordé avec les organisateurs de ce très grand événement que je salue et auquel je suis très très heureuse de participer. Nous avons abordé tout à l'heure la question de la représentation des femmes, parce que dans le train en venant, j'ai compté le nombre d'intervenantes femmes et le nombre d'intervenants hommes. J'ai compté 82 hommes et 24 femmes. On est dans un pourcentage à 80%, 20%. Alors que 52% des citoyens sont des citoyennes. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai mal calculé. Non, vous pouvez voir au premier plan, on a des dessins d'Emmanuel Chonu qui accompagnent le débat. Très beau dessin. Et je voudrais juste dire que 52% des citoyens sont des citoyennes et que même quand on a une seule femme dans une table ronde, ça ne suffit pas. Parce qu'une femme ne porte pas la parole de toutes les femmes, de la même manière qu'un homme ne représente pas la vision du monde de tous les hommes. Donc il y a des sujets comme Notre-Dame-des-Landes ou la citoyenneté dans les tables rondes où il n'y a pas de femmes. Il y a des sujets comme l'école où il y a une seule femme, alors que 70% des personnels de l'éducation nationale sont des femmes. Donc je pense qu'il faut arrêter avec la représentation. Les hommes pensent le monde et les femmes le subissent. Mais je le dis en toute bienveillance et en tout dialogue avec les organisateurs. Et je crois qu'il y aura d'autres éditions de ce magnifique événement avec plus de femmes à l'avenir. Peut-être juste une petite précision. Par rapport à l'organisation, il faut dire qu'au moment des sollicitations, la parité était respectée. C'est-à-dire qu'on a sollicité autant d'intervenants hommes que d'intervenants femmes, mais plus d'hommes que de femmes ont répondu. C'est d'ailleurs une question sur laquelle on pourra revenir, à mon sens. Monsieur Philippe Rougier, quelle serait, vous, votre définition du vivre ensemble entre les femmes et les hommes ? Je rappelle que vous faites partie de l'association Sésame qui intervient dans les établissements scolaires autour de la vie affective et sexuelle des plus jeunes. Ma définition, elle repose sur la reconnaissance et le respect mutuel. Je pense que construire ensemble la société dans laquelle nous vivons, la vivre ensemble est essentiel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui nous collent à la peau, nous les hommes. C'est vrai que la nature masculine est par essence clivée, mais à nous de savoir gérer nos pulsions et à nous de savoir faire un monde où on se rencontre réellement. Et dans toute ma vie professionnelle en particulier, je pense que la collaboration efficace entre les hommes et les femmes donne beaucoup de joie aux uns comme aux autres. Et je pense que ça repose sur le respect, la reconnaissance les uns par les autres. Madame Rougier, c'est une définition que vous partagez, j'imagine. Je la partage bien sûr. Et pour moi, c'est vivre dans un monde où chacun peut vivre en sécurité, selon ses différences, quelles qu'elles soient, selon ses convictions, qu'on soit homme ou femme. On est tellement différents, mais tellement complémentaires. C'est quelque chose qu'on découvre beaucoup avec les jeunes dans nos interventions. Merci. On l'a donc rappelé en début de débat, nous sommes dans un contexte d'actualité fort autour de cette question. Madame la ministre, comment vous jugez cette période qu'on a qualifiée de libération de la parole et en quoi elle a un impact sur votre fonction aujourd'hui ? D'abord, je vous remercie d'aborder ce thème et d'y consacrer une table ronde entière parce que ça fait partie profondément de la citoyenneté. Moi, je crois que nous sommes en train de vivre un tournant historique. On a beaucoup parlé de libération de la parole. Moi, j'ai coutume plutôt de parler de libération de l'écoute parce que j'ai le sentiment que ça fait des générations que les femmes parlent ou essayent de parler. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères essayaient d'alerter sur les violences sexistes et sexuelles et de dire qu'elles en avaient marre. Ça fait des générations en fait que les femmes subissent des harcèlements sexuels, des agressions sexuelles, des intimidations et qu'elles essayent d'appeler au secours et d'alerter
la société. Donc moi je salue bien évidemment ce grand mouvement autour d'abord de Balance ton port et ensuite de MeToo qui a été créé quelques jours après Balance ton port, qui a permis, quelle que soit l'appellation, et on peut avoir un débat à la fois sur le balance, à la fois sur le port, mais quels que soient les mots et la sémantique utilisée, je pense que les femmes partout dans le monde ont vraiment sorti cette parole et sorti ces expériences et permis à la société de prendre conscience de ce qu'était la réalité de la vie des femmes partout dans le monde. Madame Rougier, est-ce que dans les interventions que vous faites dans les établissements, ce contexte d'actualité est présent? Est-ce que les jeunes en parlent? Comment ils en parlent? Oui, c'est présent parce qu'on sent que les jeunes filles osent poser leurs questions sur les différences garçons-filles. D'abord, depuis cette affaire, c'est vrai que plusieurs fois, l'affaire Weinstein a changé beaucoup de choses pour les femmes. Pourquoi ce n'était pas venu avant? Donc ça, on en parle. Et puis enfin, les filles, alors c'est souvent les filles qui posent des questions sur les différences garçons-filles parce que c'est effectivement les filles qui sont victimes le plus souvent. Alors, pourquoi les filles sont plus timides? Pourquoi les garçons, là je vous dis vraiment du vécu, ce qu'on entend en classe, pourquoi les garçons se moquent toujours des apparences physiques? Pourquoi les garçons sont sans gêne alors que les filles ne peuvent pas l'être? Pourquoi les garçons pensent plus au sexe que les filles? Pourquoi les garçons parlent de choses gênantes devant les filles? Pourquoi lorsqu'un garçon a une relation sexuelle, c'est un héros, alors que quand les filles le font, ce sont des filles faciles? Voilà, on a beaucoup de questions de cet ordre-là qui montrent bien les stéréotypes dont sont victimes les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Alors c'est vrai que quand on est en classe, on les fait réfléchir sur ces questions. Ne vous laissez pas troubler par le train chaud. Non, bon. On les fait réfléchir sur ces questions et tout ce qu'elles sous-tendent. Et puis ils s'aperçoivent eux-mêmes qu'il s'agit vraiment de clichés et de normes. Et voilà. Merci, Monsieur Rougier. Est-ce que ce contexte d'actualité, vous l'avez senti aussi dans vos interventions? Oui, clairement, il y a une transparence plus grande, il y a une liberté de poser les questions, mais dans la méthode Sésame, le fait que les questions soient anonymement posées quelques semaines avant les interventions aide à libérer la parole. Et déjà, nous avions déjà avant un certain nombre de ces questions qui montrent une réelle souffrance chez certains jeunes, et pas que les filles. Les jeunes garçons qui se demandent s'ils sont homosexuels ou pas expriment aussi leur souffrance. Les handicapés également. Donc je pense que cet épisode libère encore un peu plus la parole, nous donne des exigences de transparence et puis nous renvoie à ce que l'on veut faire, c'est-à-dire leur faire découvrir qui ils sont et qu'ils ont droit de dire oui ou de dire, ou de dire non. Voilà. Merci, Stéphane. Oui, alors la question qu'on se peut se poser en vous entendant, donc on parle vous avez parlé de tournant historique, ça faisait des générations. Vous avez dit, Madame Rougier, que les jeunes que vous interrogez, en fait, vous disent mais pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas parlé avant? Moi, ce que j'aimerais savoir, la question que je voudrais vous poser, c'est ce contexte d'actualité aujourd'hui, est-ce qu'il est de nature à améliorer le rapport entre les femmes et les femmes, ou est-ce qu'il est susceptible de le détériorer? Probablement que les deux éléments coexistent. Est-ce que, peut-être tous les trois, vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui va sortir de positif de cette démarche, et qu'est-ce qu'il faudrait accompagner pour qu'elle ne dégénère pas? Madame Schiappa. Merci. Je pense que ça va être que positif. Moi, ce que j'observe, c'est que la plupart... il m'arrive d'aller dans les lycées dans le cadre du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, beaucoup moins que vous, monsieur et madame, mais ces derniers mois, on est vraiment très présents et on a l'impression qu'il y a une forme d'interrogation de la part notamment des jeunes hommes qui veulent bien faire, qui s'interrogent, du coup, qui remettent en perspective leur propre comportement. Moi, je crois qu'il n'y a que du positif qui va ressortir. J'observe qu'il y a des craintes qui s'expriment ici ou là, mais qui sont parfois... totalement fantasmagorique. J'ai vu des gens dire bientôt, comme en Suède, il faudra signer un contrat avant d'avoir une relation sexuelle. Alors j'ai eu la ministre suédoise au téléphone, ça l'a fait beaucoup rire parce qu'en fait en Suède, il n'y a aucune loi qui prévoit qu'on signe un contrat avant une relation sexuelle, ça n'existe pas.
j'ai vu aussi dire on va avoir peur maintenant en tant qu'homme de se retrouver seul avec une femme, etc. Mais les femmes, ça fait des siècles qu'elles ont peur parfois quand elles se retrouvent toutes seules. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie il y a quelques semaines qui montre que plus de 8 femmes sur 10 de tous les âges ont peur quand elles sortent seules le soir dans la rue. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce climat de peur, parce que la peur, ce n'est pas juste un sentiment, ça a des conséquences. Quand vous avez peur, quand vous marchez dans la rue, eh bien, vous n'arrivez pas sur votre lieu de travail dans un état d'esprit favorable pour aller conquérir l'égalité salariale et négocier votre stratégie de carrière. Parce que quand vous venez de marcher pendant 40 minutes ou de prendre les transports en devant regarder vos pieds, en rasant les murs, en essayant de vous faire discrète, vous n'arrivez pas avec la disponibilité d'esprit nécessaire. Donc moi, je crois que tout l'enjeu, c'est vraiment que notre société redéfinisse son seuil de tolérance aux violences sexistes et sexuelles, qu'elle redéfinisse ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Et je crois que personne ne veut remettre en cause les relations libres et consenties entre les femmes et les hommes, ou entre les hommes et les hommes, et entre les femmes et les femmes. Ça n'est pas là l'enjeu, et je crois qu'au fond de nous, chacun ici sait faire la différence entre du harcèlement sexuel et entre de la séduction. La frontière, c'est le consentement. Quand vous parlez à une personne qui est d'accord et qui vous répond, vous êtes en train de vous séduire. Quand vous suivez une personne pendant 4 rues alors qu'elle vous a déjà dit plusieurs fois de la laisser tranquille, ce n'est pas de la séduction. Donc, que du positif. Et c'est un bon levier. Dans la méthode, c'est quelque chose de... Ce mouvement-là, c'est un bon levier. Je vais être obligé de répéter ma question. Prenez votre micro pour répondre, s'il vous plaît. Pardon, j'ai pas écouté la question, j'étais concentrée sur le dessin, je vous prie de m'excuser. La méthode est bonne, c'est un bon levier par rapport à cet objectif de... Les réseaux sociaux ? Oui. Vous voulez dire ? Moi, j'observe qu'on ne peut pas critiquer la méthode, c'est-à-dire vous avez des femmes qui enfin prennent la parole. Bien évidemment, on est dans un état de droit. La justice doit se rendre devant les tribunaux, elle ne se rend pas sur Twitter, elle ne se rend pas dans la presse. La présomption d'innocence existe pour tout le monde, c'est l'état de droit, c'est important de le rappeler. Mais je crois qu'il n'y a pas de surcondamnation. Notre problème en France, c'est un problème de sous-condamnation. Les chiffres officiels nous disent qu'il n'y a que 1% des violeurs qui sont réellement condamnés. Ça veut dire que 99% des violeurs ne sont pas condamnés et sont à l'air libre dans la nature. C'est ça notre problème. Il n'existe pas en France d'hommes qui soient en prison pour avoir touché le genou d'une femme, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là dans les débats. Je pense qu'il est important de le rappeler. Et c'est pour ça que notre action avec la garde des Sceaux, elle consiste à assurer une juste condamnation des violences sexistes et sexuelles. C'est tout le sens du projet de loi que nous présenterons en 2018. Attendez, alors il y a une phase de questions-réponses qui est prévue à la fin. À la fin. Donc vous aurez la parole. Pour l'instant, on continue à débattre si vous le voulez bien. Laetitia. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer en tant que membre du gouvernement pour organiser cette relation, ce vivre ensemble entre les femmes et les hommes, sachant que c'est parfois d'une sphère intime? Alors nous, notre objectif, ça n'est pas de légiférer justement sur les relations intimes. Moi, je pense qu'il ne faut pas codifier les relations. J'observe qu'il y a un débat qui se fait par exemple sur la galanterie, avec des gens qui sont favorables à la galanterie, des gens qui n'y sont pas favorables en disant que c'est une forme de paternalisme, de sexisme bienveillant, etc. Moi, globalement, je tiens la porte aux femmes et aux hommes. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui relève de l'ordre de l'intime. Et de la même manière, les rapports amoureux n'ont pas vocation à être ni codifiés, ni à ce qu'on légifère autour de cela. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est garantir la sécurité et l'intégrité des personnes, des femmes, mais aussi des hommes. Et je crois que là, on touche à un ultime tabou en ce qui concerne les hommes victimes de violences sexuelles. Et j'espère qu'au cours de l'année 2018, on arrivera à libérer aussi cette parole, parce qu'il y a une étude qui nous dit qu'un Français sur 5 aurait été victime de violences sexuelles pendant son enfance. Et je pense que là-dedans, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais parlé parce qu'il n'existe pas en France, par exemple, de ligne d'écoute nationale subventionnée par l'État pour recueillir la parole des hommes. Donc ça, on est en train d'y travailler. Mais je pense que de façon générale, l'idée, c'est de condamner fermement toutes les violences sexistes et sexuelles, à commencer par le harcèlement de rue. Et c'est pour cette raison que nous allons créer une loi qui permette de verbaliser immédiatement en flagrant délit le harcèlement de rue ou l'outrage sexiste selon le nom qu'on lui donne, et plus généralement que nous faisons des actions de pédagogie, de communication, avec une sorte de combat culturel finalement dans les esprits. On va revenir sur la question du harcèlement de rue si vous voulez tout à l'heure. Je voudrais, Monsieur Rougier, votre sentiment
sur cette question. Qu'est-ce qu'en matière d'éducation, on peut faire pour favoriser ce vivre ensemble entre les femmes et les hommes? Je pense. Hier, nous avons abordé le problème de l'éducation à la citoyenneté. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Il faut agir très très tôt. Dans nos interventions dans le primaire, on a des témoignages, des questions des enfants qui montrent, d'une part, qu'ils ont pu être agressés, par exemple, par la pornographie, qu'ils ont pu être questionnés par des comportements d'adultes qui les ont troublés, et qu'ils sont un peu perdus dans leur recherche de l'amitié et de savoir ce qu'est la vraie amitié, ce qu'est l'amour. Et je pense que, justement, un travail en profondeur, précoce, au niveau du primaire, qui se poursuit comme c'est prévu par la circulaire de 2003 au niveau du collège puis du lycée, est essentiel. Et notre souhait en tant qu'association qui intervient, à côté de beaucoup d'autres associations d'ailleurs, à côté d'institutions, c'est que les 3 séances annuelles prévues pour l'éducation relationnelle, affective et sexuelle soient effectivement faites, qu'elles ne se bornent pas à considérer la prévention, la contraception, l'IVG, mais qu'elles considèrent aussi le relationnel, le respect de l'autre et la responsabilité que l'on prend dans une relation, et leur faire découvrir, parce que c'est à eux de réfléchir et de le découvrir, qu'une relation entre 2 êtres qui s'aiment peut donner la joie et le bonheur. Et nous, ce que l'on veut, c'est que ce monde reste un monde de bonheur et de joie. On va regarder le dessin. Non, je vous propose de revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce qu'on peut faire au niveau législatif. Qu'est-ce que la loi peut changer, notamment à travers le cas concret du harcèlement de rue que vous avez évoqué. Il y a une polémique qui s'est développée autour de ce sujet en disant mais on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque femme agressée. Comment est-ce qu'on va pouvoir verbaliser vraiment? Est-ce que ce sera efficace ou pas? Est-ce qu'il faut le faire? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens à travers la loi de régler ce type ou d'améliorer ce type de problème? D'abord, moi, ce que j'observe, c'est qu'il faut qu'on commence par faire appliquer les lois qui existent. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des statistiques de condamnation des viols. Le viol est un crime. Il est interdit dans la loi française et pourtant, il n'est pas toujours condamné. De la même manière, sur la loi sur l'éducation à la sexualité et la vie affective, je vous rejoins tout à fait. Monsieur, il faut absolument que cette loi soit appliquée. J'étais avec le ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière dans un lycée, justement pour assister à ces ateliers sur la vie affective, relationnelle et la sexualité. Et je rejoins complètement la vision que vous développiez à l'instant. Ça, c'est un exemple de loi qui n'est pas appliquée et qui doit l'être. Sur le harcèlement de rue, nous avons installé un groupe de 5 députés, de groupes politiques différents, qui ont planché pendant plusieurs mois, qui ont mené des auditions pour définir ce qu'est le harcèlement de rue, pour dire à partir de quand commence le harcèlement de rue et pour donner un cadre, un modus operandi de verbalisation. Comment on va faire? L'idée générale, c'est que la police de la sécurité du quotidien, qui sera créée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, les 10 000 policiers qui soient recrutés, et parmi leurs missions prioritaires, le repérage et la verbalisation du harcèlement de rue ou de l'outrage sexiste. Moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est faisable. Quand j'ai visité dernièrement un commissariat et une gendarmerie au Mans pour le 31 décembre, j'ai posé la question de façon tout à fait informelle à des policiers en leur disant « Vous, sincèrement, de vous à moi, ça vous semble faisable, compliqué, difficile ?» Et tous m'ont dit que c'était faisable. Et moi, comme citoyenne, ça m'est déjà arrivé d'être importunée, entre guillemets, d'être suivie dans la rue et qu'une voiture de police en patrouille s'arrête et dise simplement « ça va madame, tout se passe bien », etc. Donc je crois que les policiers savent le repérer. Ensuite, nous allons améliorer la formation avec la MIPROF, qui a un organe, une mission interministérielle de protection des femmes, qui fait de la formation et qui l'améliore en direction de la gendarmerie, de la police nationale, maintenant des polices municipales, mais également des professionnels de santé qui sont souvent des interlocuteurs précieux pour pouvoir dépister ces violences. Et cette loi sur le harcèlement de rue va s'accompagner d'un volet pédagogique. Nous, notre modèle en termes de forme, c'est la grande cause nationale de la sécurité routière sous Jacques Chirac, où on voit qu'à partir du moment où ce sujet devient une grande cause nationale, le nombre de morts sur les routes commence à chuter. Donc on pense que si on prend à bras-le-corps ce sujet avec véritablement de la pédagogie, de la communication, des campagnes en télévision, et nous sommes en train d'y travailler,
et en plus un volet législatif, on doit pouvoir arriver à faire baisser le nombre de harcèlements de rue. Et notre but, ça n'est pas de mettre le plus d'amendes possible, notre but c'est véritablement qu'il y ait de moins en moins de harcèlement de rue, donc on prenne conscience que ce n'est pas un droit d'intimider les femmes dans l'espace public et que quand les femmes marchent, elles ne sont pas à la disposition de tout venant, qu'il n'y a pas de droit à harceler ou à intimider les femmes dans l'espace public. S'il vous plaît, monsieur, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pays qui ont réussi à diminuer le harcèlement de rue, et si oui, lesquels, avec quelle méthode? Alors, à le diminuer, pas encore véritablement. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une loi, par exemple, en Belgique, qui n'a pas très bien fonctionné, mais justement c'est intéressant pour nous de voir ce qu'on peut en tirer. Et puis la Belgique était précurseur, puisque eux ils ont interdit le harcèlement de rue, mais il fallait aller déposer des plaintes. Et on sait très bien que déjà que les femmes ne vont pas déposer de plaintes massivement quand elles sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles, elles vont encore moins déposer des plaintes en disant j'ai été suivie pendant 4 rues, ou on m'a suivie jusqu'à chez moi, ou on m'a demandé 18 fois mon numéro de téléphone. Donc l'idée pour nous c'est vraiment de ne pas passer par la plainte, de ne pas rajouter de la paperasse, un process, etc. Mais vraiment d'être sur le flagrant délit. Et on se base justement sur ce qui a été fait à l'étranger, y compris ce qui n'a pas marché, pour voir comment nous pouvons l'améliorer. Et il y a des exemples qui ont marché? Il y a des pays qui ont fait des choses bien? Alors, il y a des pays dans lesquels il y a moins de harcèlement de rue parce que c'est culturel. Je pense au Canada, par exemple. Mais là, ça passe pas par la loi. À ma connaissance, ils n'ont pas de loi au Canada. Et il n'y a pas de chute véritablement. C'est un pays qui, culturellement, a toujours eu peu de harcèlement de rue. Il y a un sociologue canadien qui était intervenu dans une conférence récemment qui nous expliquait qu'en France, quand une femme est agressée sexuellement dans la rue à 3h du matin, la réaction massive de la société, ça va être de lui dire « Oui, mais aussi, qu'est-ce que tu fais toute seule dans la rue à 3h du matin et en plus en jupe ?» Alors qu'au Canada, quand une femme est agressée sexuellement dans la rue à 3h du matin, la première réaction c'est « Mais c'est terrible, tu ne dois pas être agressée dans la rue à 3h du matin, nous allons retrouver le coupable, le sanctionner, etc. » Donc là, on est vraiment, je crois, dans un combat culturel qui passe aussi par la communication, par l'éducation et par la pédagogie. Donc si c'est culturel, ça passe par l'éducation et la pédagogie. J'ai envie de me tourner vers monsieur Alain Rougier. Ça fait partie des choses sur lesquelles vous discutez beaucoup, vous êtes questionné par les élèves. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Comment vous répondez? Alors, certainement que la meilleure protection pour nos jeunes, c'est que déjà, chacun ait une bonne estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose à travailler très tôt. Hein? Les jeunes influençables, parce qu'ils ne sont pas assez sûrs d'eux, ils sont amenés à faire n'importe quoi, suivre n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment important que les jeunes puissent donner un sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils choisissent. Ça, c'est aussi à apprendre dès la maternelle. Hein. C'est des apprentissages dès la maternelle et le primaire. Hein. Et puis que ces jeunes ne soient pas exclus, ne se vivent pas en situation d'exclusion. C'est vrai que dans les écoles... Déjà en école primaire, on sent beaucoup des enfants qui ne savent pas comment on lie des liens d'amitié. Pour certaines personnes, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc, c'est des gens qui sont exclus et qui seront certainement à problème plus tard. Donc, voilà, une éducation à s'aimer soi, dès le plus jeune âge, à connaître son corps, aimer son corps, le protéger. Mon corps, c'est moi. Je suis mon corps et j'apprends à le protéger. C'est très important de le faire dès le plus jeune âge. Monsieur Bouget. Oui, et moi je voulais rebondir sur le harcèlement à l'école parce que c'est un autre grand problème. Je pense que les harceleurs commencent très tôt à harceler. Et je pense qu'au niveau de l'école, il faut absolument que le harcèlement soit, comme c'est actuellement en cours, à la fois dépisté et à la fois traité. Et puis, je crois qu'il faut aussi mettre en garde nos jeunes contre tout ce qui va les désinhiber et potentiellement les rendre agressifs. Et je pense à l'alcool chez les jeunes, je pense à la drogue, je pense à ces jeudis soirs de folie que nous vivons dans certaines villes de France. On a fait des choses sur le bizutage. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse des choses sur la jeunesse et puis tout ce qui la menace dans son intégrité, donc l'alcool et la drogue, en particulier à l'extérieur et dans la rue. Sur l'alcool, je peux rebondir sur ce que vous dites.
Je souscris totalement. Pour avoir regardé un petit peu ce qui se faisait en termes de campagne d'éducation à l'étranger, il y a des campus américains qui se sont mis à faire des brochures en direction des jeunes filles en disant aux étudiantes mesdemoiselles, jeunes filles, ne buvez pas d'alcool dans les fêtes parce que si vous buvez de l'alcool, vous risquez d'être agressées sexuellement ou d'être violées. Et moi, mon souhait, c'est qu'on fasse des campagnes qui s'adressent aux jeunes hommes en disant messieurs, ne buvez pas d'alcool parce que ça vous permettra de garder le contrôle de ce que vous faites et de ne pas violer des jeunes filles. Et je suis très frappée par le rôle de l'alcool. Effectivement, quand une femme a bu et qu'elle est agressée sexuellement, on considère qu'elle est responsable d'avoir été agressée sexuellement parce qu'elle a bu et qu'elle se serait mise en danger. Alors que quand un homme a bu de l'alcool, on le voit dans les comptes rendus des procès, en général, c'est considéré quasiment comme une circonstance atténuante en disant que la responsabilité, ça n'est pas lui, c'est l'alcool. Juste une relance avant de passer à notre deuxième thème sur puisqu'on parle de pratiques de mise en garde par rapport à ce qui peut désinhiber les jeunes sur l'alcool et la drogue. Vous avez parlé de l'alcool et la drogue. On pourrait parler aussi de la pornographie sur Internet. Est-ce que ça, c'est quelque chose ça constitue une menace équivalente? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter aussi l'accès des sites aux enfants? Je peux commencer peut-être sur les politiques publiques et puis peut-être vous poursuivrez sur l'éducation. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille avec le ministre de l'Éducation nationale. D'abord, là encore, il y a un certain nombre de caricatures, donc on n'a rien contre la pornographie de façon générale. On ne veut pas interdire la pornographie. Ce que nous voulons interdire, c'est l'accès des jeunes, et notamment des enfants, à la pornographie. Je pense que c'est important de le préciser. Je crois, et le ministre de l'Éducation nationale aussi, que ça ne peut pas être la première représentation que se font des jeunes, et encore pire des enfants, de la sexualité et des rapports entre les filles et les garçons. Ça ne représente pas les véritables rapports entre les femmes et les hommes, ou entre les hommes et les hommes et les femmes et les femmes. Et donc, on est en train d'étudier un certain nombre de mesures qui permettraient de limiter l'accès de la pornographie pour les enfants. D'abord, vous savez que le ministre de l'Éducation nationale travaille sur l'accès aux portables à l'école et il a été indiqué qu'à partir de la rentrée prochaine, il y aurait des mesures coercitives très fermes qui seraient prises. Mais de façon générale, il y a plusieurs manières et là, nous, on va essayer de travailler justement avec les sites eux-mêmes, parfois directement, en leur disant l'idée, ce n'est pas que l'État régule votre contenu, l'idée, c'est simplement que les mineurs n'y aient pas accès. Actuellement, vous avez juste une question: êtes-vous majeur? Oui, non. Bien évidemment, tous les mineurs cochent oui, je suis majeur et ont accès au site. Donc on pense qu'il faut avoir quelque chose de plus dur. Il y a plusieurs possibilités qui ont été étudiées par des associations. Je vous en cite quelques-unes, mais elles ne sont pas arbitrées, ce ne sont pas des annonces que je suis en train de vous faire, mais des associations nous proposent par exemple que les adultes doivent rentrer leur numéro de carte bancaire pour rentrer sur le site, ce qui permettrait un accès, ou alors de créer des codes reliés aux cartes d'identité. Donc derrière, il y a un sujet de protection des données aussi et de l'anonymat sur Internet. Je l'entends, je ne l'élude pas, mais on est en train de réfléchir avec tous les experts à la fois de l'éducation tels que vous, mais aussi les experts du numérique et des libertés sur Internet pour trouver vraiment la bonne solution. En matière d'éducation, ce que vous faites avec l'association sur cette question précise de l'accès à la pornographie? Alors effectivement, on a énormément de questions qui sont issues de la pornographie. C'est vraiment dommage que beaucoup de jeunes rentrent dans leur sexualité à travers la pornographie. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'en 68, on a libéré la sexualité et maintenant on se retrouve avec le diktat de la pornographie. On est quand même dans un gros... Bon. Monsieur Rougier, vous vouliez compléter? Oui. Ce que l'on constate, c'est que la pornographie a entraîné une certaine normalisation des pratiques sexuelles. Et à un moment où, depuis 68, on avait réussi à lever un certain carcan d'une morale a priori qui s'imposait à tout le monde, on se retrouve avec un autre carcan qui est celui de la normalisation par la pornographie de toutes les pratiques et de tous les comportements. Ça commence par l'épilation, mais ça va bien au-delà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport aux films pornographiques eux-mêmes. C'est vrai qu'on peut dire que pour les adultes, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'il faut aussi penser à ces femmes
qui sont transformés en objets dans la pornographie, et être bien conscient qu'actuellement, il suffit de lire le livre de Michela Marzano pour le voir, que la pornographie, ça ne se contente pas de montrer des choses, ça va très loin dans la violence et la torture. Et je pense qu'il y a des jeunes femmes qui ne savaient pas à quoi elles s'engageaient quand elles ont accepté de tourner des films pornographiques, qui se trouvent en situation de torture. Et je trouve que de présenter ça à un public, même adulte, est inhumain. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour la défense de ces femmes, les aider à sortir de là aussi. Merci pour ce premier thème. On va aborder maintenant le deuxième thème de ce débat. Égalité salariale, égalité d'accès aux responsabilités, différence de salaire, rapport aux tâches ménagères. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour favoriser cette meilleure égalité salariale, ce meilleur accès aux responsabilités ? Là, on est typiquement dans le sujet qu'on abordait tout à l'heure sur les lois, c'est-à-dire comment les lois existent et comment elles ne changent pas la vie des femmes et des hommes, comment elles ne sont pas appliquées. Récemment, vous avez vu que l'Islande a pris une mesure législative pour favoriser l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes en interdisant les discriminations salariales en direction des femmes. Moi, j'ai vu fleurir des centaines d'articles disant « Enfin, l'Islande agit, à quand la France, à quand une loi en France, etc. » Sauf que c'est déjà interdit en France depuis plus de 30 ans. C'était Yvette Roudy qui avait pris la première véritable loi interdisant les écarts de salaire entre les femmes et les hommes en 83. Et depuis, il y a eu, je crois, une douzaine de lois et de décrets d'application de loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc les lois existent, mais néanmoins, un certain nombre d'employeurs s'affranchissent de ces lois. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Plusieurs choses. D'abord, vous dire qu'on est en train de mettre en œuvre un plan avec la ministre du Travail très concret et très dur qui sera présenté début mars avec un certain nombre de mesures dont je ne peux pas vous parler maintenant, mais vous dire ce dont je peux vous parler. Nous, ce que nous pouvons faire déjà, c'est travailler avec l'inspection du travail. Le président de la République l'a dit à l'Élysée le 25 novembre, au moment où il a lancé la grande cause du quinquennat, en disant que l'inspection du travail aurait désormais, parmi ses premières priorités, le contrôle et la coercition des discriminations de salaire en direction des femmes. Ensuite, j'ai signé une convention de travail avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui peut être saisi. Et c'est très important de le rappeler, et je le rappelle ici devant cette très grande salle, le défenseur des droits peut être saisi facilement sur Internet, c'est gratuit, et il s'occupe d'aller vérifier les discriminations et l'application du droit. Donc dès lors qu'une femme a le sentiment qu'elle est discriminée en matière salariale, elle peut saisir le défenseur des droits. Et enfin, on demande aux syndicats, aux partenaires sociaux, de le mettre à l'agenda des négociations salariales. Moi, j'observe que c'est trop rarement à l'agenda des négociations, que ce soit dans les entreprises, dans les branches, etc. Rarement les syndicats poussent ce sujet et nous sommes en train de travailler avec eux dans le cadre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle que je préside pour faire en sorte que ce soit mis à l'agenda. Et enfin, pour vous donner peut-être une des pistes de travail avec la ministre du Travail, on est en train d'étudier la possibilité de travailler sur la transparence des écarts de salaire. Vous savez qu'en Allemagne, là pour le coup, une loi a été prise. Les entreprises ont l'obligation de déclarer leur masse salariale et également avec les écarts année après année. Mais on pense qu'il est possible de les faire, par exemple, service par service. Et ça permettrait de calculer les écarts de salaire à même poste, parce que trop souvent, on nous dit qu'il y a 12 à 27% d'écart de salaire, mais c'est parce que les femmes sont parties en congé maternité, donc en omettant que la loi prévoit que quand vous rentrez de congé maternité, vous devez avoir une augmentation égale à la moyenne des augmentations qui ont eu lieu pendant votre absence. Ça, souvent, les femmes ne le savent pas et donc ne le font pas valoir. Ou alors, on nous dit, oui, mais c'est parce que ce sont des postes différents liés à l'orientation scolaire, ou c'est parce que les femmes sont à temps partiel. C'est vrai pour un certain nombre des écarts de salaire, mais ce n'est pas vrai pour d'autres. Il reste 9% d'écart de salaire entre une femme et un homme qui occupent le même poste. Donc nous croyons qu'on doit pouvoir développer notamment des logiciels qui permettent de calculer les écarts de salaire poste par poste, et que les entreprises, pourquoi pas, pourraient devoir déclarer leur pourcentage d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, et ainsi on pourrait mener un travail sur la réputation des entreprises et sur leur capacité ensuite à attirer des talents ou non sur la base de ces informations. Et on crée un hashtag balance ton écart de salaire. Là, vous avez évoqué l'égalité salariale. Sur l'accès aux postes à responsabilité,
Qu'est-ce qui peut être fait ? Nous, on est en train de travailler, je vous donne encore un exemple, désolé, j'ai beaucoup d'exemples de lois qui existent et qui ne s'appliquent pas en France, mais vraiment, en matière d'égalité femmes-hommes, c'est flagrant. La loi Sauvadet, qui existe depuis 2011-2012, qui prévoit qu'il y ait 40% de primo-nomination de femmes hauts fonctionnaires. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une primo-nomination, une nomination pour la première fois de hauts fonctionnaires, eh bien, vous devez avoir une femme. Et cette loi, elle prévoit qu'il y ait des pénalités financières très lourdes, 90 000 € par unité d'emploi manquant. À chaque fois qu'une femme aurait dû être nommée qu'elle ne l'est pas, 90 000 € de pénalités financières. Et donc moi, quand j'ai été nommée au gouvernement, je suis allée voir le ministre de l'Action et des Comptes Publics, quasiment lui demandant un chèque, en lui demandant quel ministère avait payé quoi les années précédentes, à combien on en était, quel argent, quels objectifs, etc. Et en fait, nous avons découvert qu'il n'y avait pas d'organe qui menait jusqu'à présent les contrôles auprès de ces ministères sur les primo-nominations. Pourquoi pas ? Je suis perturbée. Donc nous avons découvert qu'il n'y avait pas d'organe qui contrôlait cela. Donc depuis cette année, il y a un organe qui le contrôle et nous travaillons avec les réseaux de femmes aux fonctionnaires, notamment Administration Moderne, pour faire évaluer les dispositifs de la loi Sauvadet, pas forcément en passant par une loi. On va travailler d'abord sur un dispositif, mais si ça ne marche pas, on n'exclut pas le fait de faire une loi, pour faire en sorte de travailler notamment sur les viviers de femmes, parce que trop souvent on nous dit on n'a pas trouvé de femmes. Moi je crois que quand on cherche une femme, on en trouve. Donc il doit être possible de mettre en avant les viviers, les réseaux sociaux, les réseaux féminins de femmes hauts fonctionnaires. Il y en a quasiment un par ministère. Et on doit pouvoir surtout, de mon point de vue, et ça fait partie de la réforme de l'État, et j'en ai parlé avec le ministre en charge de ce sujet, je crois qu'on doit pouvoir mettre fin... Je m'attendais au pire, je ne suis pas déçue. On doit pouvoir mettre fin à une forme de marché caché. Je crois que les offres d'emploi, quand une offre d'emploi ou quand un poste va être vacant, va être disponible et qu'il y a un process de recrutement qui s'engage, on doit pouvoir le publier, le rendre public pour que les femmes puissent se porter candidates à ce poste et que ça ne se fasse pas uniquement dans un petit réseau d'hommes avertis entre eux. Et ça, c'est une annonce qu'a fait aussi le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, lors de ses vœux, en disant que désormais, il rendrait public les postes disponibles en termes de personnalités qualifiées et de députés pour aller vers plus de candidatures de femmes, parce que trop souvent, il déplore de n'avoir pas assez de candidatures de femmes, donc il en demande davantage. Monsieur Rougier, est-ce que cette question de l'égalité professionnelle, c'est une question que vous entendez déjà dans les établissements? Est-ce que les jeunes sont déjà concernés par cette thématique? Dans mon expérience, c'est une question qu'on a relativement peu rencontrée. Les filles s'expriment plus que les garçons bien souvent, mais on a des garçons qui s'expriment très bien. La prise de parole de la part des filles, des jeunes filles actuelles, me semble en nette progression. C'est-à-dire que je pense que les générations de filles qui arrivent ne ressembleront pas aux précédentes, comme elles-mêmes avaient été influencées par toute cette libération des années 70. On est en route. On est en train d'observer une transformation de la société. Mais au niveau des quotas, se pose pour moi, j'étais médecin hospitalier, se pose pour moi des questions quand je vois que 80% des futurs médecins hospitaliers seront des femmes. Parce que là aussi, j'aurais aimé qu'on garde un certain équilibre et une certaine complémentarité, et surtout que le législateur ait prévu d'adapter le mode d'exercice à toutes ces femmes qui arrivent. Parce que quand on les interroge, elles n'ont pas du tout envie de faire ce que les hommes faisaient avant elles, et elles ont envie d'exercer autrement. Et ça, on ne l'a pas pris en considération. Et donc, dans toute cette mutation, je crois qu'il y a une vraie réflexion qui doit accompagner les changements qu'on observe. Il faut être réactif, et les choses se passent très vite. Ça doit être assez difficile, et vraiment, j'admire nos gouvernants s'ils arrivent à adapter notre société à ces changements actuels. Merci. Madame Rougier, est-ce que vous avez entendu des jeunes filles dans vos interventions s'interroger sur l'accès aux responsabilités futures, l'égalité professionnelle, ou c'est vraiment une question qui apparaît plus tardivement? Non, c'est vraiment une question pour plus tard.
Les questions en collège et lycée, non, ne concernent pas du tout ça. Par contre, ça concerne vraiment ce qu'ils vivent en ce moment. En ce moment. Hein. Très bien. Rapidement, est-ce que vous avez déjà évoqué des expériences à l'étranger, mais s'il y en avait une sur cette question que vous aimeriez transposer, ce serait laquelle? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Alors, il y en a une que j'ai mise en place qui est une bonne pratique, mais encore une fois, tout passe pas forcément tout le temps par la loi. C'est quelque chose qui se fait en Allemagne. Ça s'appelle les Kinderbüros. Donc en fait, moi, j'ai ouvert dans le ministère dont j'ai la responsabilité un bureau des enfants, qui est une pièce aménagée pour les enfants et qui permet aux gens qui travaillent et qui ont des problèmes, soit de grève à l'école, de mode de garde, de personnes qui doivent garder leurs enfants qui est malade, de vacances scolaires, pourquoi pas. Les vacances scolaires, l'été, c'est 2 mois, 2 mois et demi, je crois. Quand on est salarié, on a 5 semaines ou un peu plus de congés payés. Donc, il y a quelques semaines sur lesquelles on est embêté en général pour la garde des enfants. Il n'y a pas toujours de centre de loisirs, il n'y a pas toujours la solution adéquate. Donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir cet endroit dans lequel vous pouvez venir avec vos enfants. C'est pas un mode de garde, mais c'est une pièce qui est totalement aménagée pour les enfants avec des jouets, des coloriages, etc., qui est sécurisée, qui est aux normes, qui ne représente pas de danger. Et l'idée derrière cette pièce, c'est vraiment de dire... La garde des enfants, c'est un enjeu de société et ça n'est pas un problème individuel. Moi, j'ai présidé pendant 10 ans un réseau qui s'appelait Maman Travail et parmi les sujets les plus discutés entre les mères qui travaillent, il y avait quel argument on donne quand notre enfant est malade ou quand on n'a pas de mode de garde et qu'on doit rester chez soi le garder. Et beaucoup de mères qui travaillent inventaient qu'elles-mêmes étaient malades, par exemple. Ou alors, quand elles pouvaient, elles emmenaient leurs enfants au travail en se cachant à moitié, mais dans des situations absolument pas sécurisées et pas confortables pour les enfants. Donc je pense que derrière, l'enjeu, c'est de dire la question des modes de garde, c'est pas une question individuelle, c'est pas une question de mère, c'est pas une question de parents non plus, c'est vraiment une question de société et les employeurs ont une responsabilité et un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces modes de garde pour les enfants. Merci. Alors le temps passe vite, trop vite. Avant de donner la parole à la salle, je vais vous demander, Madame Rougier, si vous aviez une question à poser à Madame la Ministre. Quelle serait cette question? Moi, j'avais envie de revenir sur la pornographie. À quel moment et comment, que peut-on mettre en place pour que nos enfants n'aient plus accès à la sexualité à travers ce prisme? Parce que c'est autant pour les filles que les garçons. Bien sûr, moi je crois que pour les garçons aussi, on a parlé beaucoup des petites filles, et vous le savez mieux que personne, je crois que pour les garçons aussi c'est très compliqué, parce que d'abord ça les assigne à un stéréotype de mâle dominant, et tout le monde n'a pas envie d'une sexualité de, entre guillemets, mâle dominant, et ça leur donne une représentation qui est complètement irréaliste. Après, moi, il m'est déjà arrivé de faire des interventions en milieu scolaire, moins que vous, mais dans lesquelles des jeunes adolescents nous disaient, en gros, pour eux, ils pensaient que c'était normal de maltraiter ou de frapper la personne avec qui ils avaient des relations sexuelles. Ils pensaient que c'était normal d'avoir une érection pendant 4 heures avec 8 partenaires. Je pense que les représentations qui sont données interrogent pour les filles, mais pour les garçons aussi. Et je voudrais peut-être revenir sur ce que vous disiez, monsieur, sur une forme de torture, etc. Vous avez tout à fait raison, j'ai été un peu trop rapide quand je me suis exprimée sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'accès à la pornographie pour les adultes ne doit pas être régulé dans le cadre de la loi, mais effectivement, vous avez raison, il y a une partie traite des êtres humains qui ne doit pas être niée. Et on travaille là-dessus avec la mission interministérielle de protection des femmes et de lutte contre la traite des êtres humains pour faire en sorte de mettre à bas ces réseaux et notamment de protéger ces jeunes filles qui, vous avez tout à fait eu raison de le souligner, parfois ne savent pas dans quoi elles s'embarquent. Avec l'affaire Weinstein, on a beaucoup parlé du cinéma et des espoirs des actrices, etc. Visiblement, il a été considéré comme normal pendant des dizaines d'années que les actrices puissent échanger volontairement ou en étant violées des formes de rapports sexuels contre des rôles ou en tout cas des promesses de rôle. Et de la même manière, je pense qu'il y a une forme d'aliénation de certaines jeunes filles qui ont des espoirs de carrière artistique ou simplement des espoirs de pouvoir travailler et gagner de l'argent pour se nourrir et qui sont emmenées là-dedans. Donc on est très vigilants là-dessus, avec Elisabeth Moiron-Braud notamment, qui est secrétaire générale de la MIPROF, et avec toutes les associations qui luttent contre l'esclavage moderne, contre la traite des êtres humains et contre les réseaux de prostitution.
Merci. Gaëlle, à vous la parole. C'est surtout à la salle. La parole est à la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, mademoiselle, d'abord, ou madame. Alors, on va vous passer un micro. Allez-y, levez-vous, de façon à ce qu'on puisse vous voir. Ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Ma question est évidemment pour vous, Madame la Ministre. Je suis une ancienne internationale de football. On s'était rencontrés à l'occasion d'un déjeuner et je vous avais... Vous êtes Mélissa? Oui, je c'est vois ça. pas d'ici, d'accord. Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa. Mélissa Plaza. Oui, c'est ça. Du coup, je vous avais sollicité, notamment sur la problématique qu'on rencontre dans le sport. Donc actuellement, j'entraîne une équipe de football en D2 féminine et je passe à côté mes diplômes d'entraîneur. Donc on est 2 jeunes femmes dans une promo de 26. Donc on doit évidemment supporter les brimades sexistes de nos collègues, supporter également le harcèlement sexuel de notre formateur. Et par ailleurs, je dois à titre personnel... On le salue, oui. Je dois à titre personnel réfréner mes envies de violence face à lui parce qu'il continue à disséminer plein de stéréotypes. Donc ma question c'est qu'en est-il du sport? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse former ces prochains entraîneurs, parce que ce sont les futurs entraîneurs, à ne plus véhiculer de stéréotypes et être en mesure de savoir ce que sont ces violences sexistes et sexuelles? Marlène Schiappa. Il y a déjà une réponse juridique? Oui, merci beaucoup d'abord pour votre intervention. Je partage votre constat. C'est pour cette raison qu'avec la ministre des Sports, Laura Flessel, on a installé une conférence permanente du sport au féminin qui réunit un certain nombre d'experts, d'entraîneurs, d'anciens entraîneurs. Il y a Raymond Domenech, par exemple, qui est dedans, puis d'autres spécialistes de différents sports, femmes et hommes. Et l'idée pour nous, justement, c'est de redéfinir les codes. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut Catalyst qui a édicté quelles étaient les normes masculines du pouvoir. Et ces normes masculines du pouvoir, on les retrouve complètement dans beaucoup de milieux, la politique par exemple, mais aussi dans le sport, puisque dedans il y a l'esprit de clan, l'esprit de compétition, etc. Donc on est complètement au fait de ce que vous nous dites. Moi je voudrais rappeler que la discrimination et le harcèlement sont interdits dans tous les milieux. Donc le sport n'échappe pas à la loi et on peut tout à fait porter cela devant la justice et devant les recours nécessaires, même de façon anonyme, pouvoir régler ces problèmes. C'est pas normal de devoir subir des discriminations ou de devoir subir du sexisme. Vous pouvez tout à fait saisir tous les organes de contrôle pour pouvoir y mettre fin. Et de façon plus générale, on redéfinit justement la formation, notamment dans le cadre de ce qu'a indiqué le président de la République le 25 novembre à l'Élysée, en disant que désormais, tous les intervenants, tous les formateurs, tous les enseignants reliés notamment au service public seraient formés à identifier les stéréotypes et à lutter contre le harcèlement sexuel et contre les violences sexistes et sexuelles. Merci. Une autre... Oui, allez-y, levez-vous. On va vous donner un micro. Merci beaucoup. Je me présente Carole Gandon, je suis la référente pour La République En Marche en Ille-et-Vilaine. Alors, on a parlé du sport, moi je voudrais parler de politique, parce que vous évoquiez, Madame la Ministre, également la représentativité des femmes sur des tables rondes de cet événement. On s'aperçoit qu'en fait, la difficulté, elle vient souvent de la part des femmes elles-mêmes. Emmanuel Macron, au moment de la campagne des législatives, avait lancé un appel à l'engagement des femmes pour essayer de les inciter à présenter leur candidature. Et bon, ça avait marché, il avait obtenu quelques résultats, mais de fait, on s'aperçoit qu'on a de grandes difficultés à favoriser l'engagement des femmes elles-mêmes, et souvent, ce sont elles-mêmes qui se mettent des limites, qui pensent qu'elles ne sont pas capables, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les mentalités et accompagner les femmes dans cet objectif-là, qu'elles se saisissent elles-mêmes des sujets? Et je le vois en Ille-et-Vilaine, effectivement, au sein de mon mouvement, eh bien, j'ai du mal à avoir des animatrices, j'ai du mal à avoir des femmes dans mon équipe. Ce sont plus souvent les hommes qui passent le pas. Merci. Marlène Schiappa. Oui, absolument. Excellente question.
Je vous donne un exemple, c'est pas mon avis, mais je vous donne l'information. Quand on parlait tout à l'heure avec les organisateurs justement de la place des femmes dans ces tables rondes, dans le cadre de ce grand événement, ils me disaient que beaucoup de femmes, beaucoup plus que des hommes, avaient annulé leur participation. Moi, je crois qu'il y a un lien avec le fait qu'on soit un week-end et qu'il y ait une inégale répartition des tâches domestiques et familiales. L'INED nous dit que 72% des tâches domestiques et familiales sont accomplies par les femmes. Moi, j'ai fait partie de la Commission nationale d'investiture qui devait investir des candidats à la députation pour La République En Marche. Et je vous assure que quand les femmes m'appelaient pour me poser des questions, très souvent, elles me disaient, par exemple, « Ah oui, mais la campagne, c'est pendant les vacances scolaires. Moi, j'ai personne pour garder mes enfants pendant les vacances scolaires. » C'est quelque chose de très terre-à-terre, peut-être de révoltant, mais qui est la réalité des interventions que nous avons eues. Pire que cela, il est arrivé que nous sélectionnions des femmes et que nous les appelions pour leur dire qu'elles étaient sélectionnées. Et il est arrivé quelquefois que des femmes nous disent « Moi, je suis très ennuyée d'être sélectionnée parce que mon mari est candidat aussi et je ne sais pas comment je vais lui expliquer qu'il n'est pas sélectionné et que moi, je suis sélectionnée. » Et ça, c'est arrivé en 2017 en France. Donc on a effectivement ce problème d'autocensure. Je suis très perturbée par ces dessins. On a ce problème d'autocensure des femmes, et je vous raconte une anecdote très brièvement, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais si ça va, je fais la version longue alors. Pas trop longue, la version moyen longue. Quand Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles, notre plateforme de candidature pour les élections législatives était toujours ouverte. Eh bien, nous avons eu un afflux de candidatures, quasiment exclusivement d'hommes. Donc on observe que quand on a le gagnant qui arrive, eh bien, il y a des gens qui arrivent et que ces gens, majoritairement, sont des hommes. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Merci. Une autre question. C'est une question ? Allez-y. Madame le ministre, je n'ai aucun inconvénient à ce qu'il y ait des lois spécifiques en faveur des femmes dès lors que ça peut permettre de redresser des comportements déviants. Toutefois, j'observe que les tribunaux sont actuellement débordés d'affaires et je voudrais vous demander par rapport à cela ce que vous comptez faire. Est-ce qu'il y aura un recrutement de magistrats supplémentaires ou de magistrates parce que peut-être que les hommes ne conviendront pas? Un peu de provoque. Je vais vous répondre. L'idée pour nous, c'est d'abaisser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seuil de tolérance de la société aux violences. Donc moi, mon but, c'est pas de mettre le plus d'hommes, fussent-ils des agresseurs, en prison. Mon but, c'est qu'il y ait moins de violences. Et je crois qu'avec notamment les travaux d'éducation qui sont menés à l'école, avec beaucoup de courage, je dois le dire, par les intervenants, qui le font souvent avec peu de moyens, y compris de la part de l'État, et c'est un sujet qu'on regarde pour le budget à partir de 2019, mais qu'ils font avec peu de moyens, avec des difficultés parfois à entrer à l'école. Je pense qu'avec ce type d'intervention et avec tout le combat culturel que nous menons, nous allons pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de viols, moins d'agressions sexuelles, moins de harcèlement de rue. Moi, c'est l'objectif que je me donne. Et ensuite, la judiciarisation, oui, mais moi je suis frappée par le fait que l'argument « ça va encombrer les tribunaux », si je résume, on l'entend que pour ce sujet. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire quand on vous vole votre portable, ce serait gentil de ne pas aller porter plainte parce que ça va encombrer le commissariat. Monsieur, levez-vous. Levez-vous. Ne pensez-vous pas que l'éducation familiale dans l'apprentissage aux jeunes filles à ne pas se laisser faire serait important? J'ai une épouse qui est une femme des militaires de haut grade. Il lui est arrivé plusieurs fois d'être suivie dans la rue. Elle s'est retournée et elle a collé une grande paire de gifles à l'importun. Il n'a pas assisté. Si on apprenait aux jeunes filles à ne pas se prendre pour des petites choses fragiles, mais à pas se laisser importuner, ce serait peut-être plus simple. Ouais, moi voilà. je veux bien vous répondre, cher monsieur. Ça rejoint exactement ce que je disais sur les campus américains, c'est-à-dire qu'apprendre aux femmes à ne pas se laisser faire, très bien. Moi, je pense qu'il faut commencer par apprendre aux hommes à ne pas agresser et à ne pas suivre et à ne pas violer les femmes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en ce qui concerne les femmes, bien sûr, mais vous croyez que ça nous fait plaisir d'être des petites choses fragiles? Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je peux terminer?
Je vous raconte une anecdote. Quand j'avais 17 ans, et je n'étais pas une petite chose fragile, je suis ceinture noire de judo, j'ai fait de la boxe, je pense pas être quelqu'un qui particulièrement se laisse faire dans la vie de façon générale. J'avais 17 ans, j'ai été suivie par un monsieur qui est monté dans l'ascenseur derrière moi. Au moment où les portes se sont fermées, j'ai compris ce qu'il allait se passer. Et là, les portes se sont fermées et ce monsieur a baissé son pantalon et a commencé à se toucher devant moi dans un ascenseur qui faisait moins d'1 mètre carré. Et j'allais au 6e étage. Et là, je peux vous dire que je me suis pas dit je vais me défendre dans cet ascenseur de moins d'1 mètre carré. Je me suis juste dit pourvu qu'il n'ait pas un couteau et pourvu qu'il me touche pas et pourvu qu'il me tue pas. Et c'est ça que j'avais dans la tête. Et quand je suis sortie, heureusement, j'allais chez des amis qui m'attendaient devant et qui l'ont poursuivi, etc. par la suite. Mais là, je me suis dit, j'ai eu de la chance. Et je trouve ça désespérant, en tant que femme, de me dire que je dois ma survie ou que je dois le fait de ne pas avoir été violée au fait d'avoir de la chance. Derrière vous. Mademoiselle. Mademoiselle, allez-y, posez votre question. Gaël, Monsieur Rougier voulait pardon, Monsieur Rougier et après Mademoiselle. Un très court commentaire, juste pour dire que nous n'avons pas parlé du rôle des parents. Mais quand nous intervenons, nous sentons bien que les parents ont un très grand rôle. Et ce que nous disent les enfants, c'est ce qu'ils ont reçu. Et qu'il y a aussi des actions à faire envers les parents, comme vous êtes en train de le faire envers tout le monde éducatif. Et je crois que tout le monde a besoin d'aide. Et c'est comme ça que ça ira beaucoup mieux, bien sûr. Merci, Monsieur Rougier. Mademoiselle. Bonjour. Oui, on vous écoute. Je m'appelle Thalie Guérin, je suis lycéenne et je voudrais aborder ce qu'on qualifie d'orientation différenciée dans les études supérieures selon le sexe. Donc on peut observer qu'il y a des secteurs et spécialités comme la mécanique où il y a plus d'hommes et on peut observer des disparités. Donc je voulais savoir si selon vous, on peut qualifier ces constats comme le résultat d'inégalités et d'un conditionnement ou c'est une histoire de goût. Et est-ce que notre culture occidentale détermine ce choix d'orientation dans les études supérieures selon le sexe? Merci. Marlène Schiappa. Alors, est-ce que c'est une question de goût d'être mécanicien? C'est une très bonne question. Oui. Mais là, c'est une question quasiment philosophique. C'est une question de goût, mais est-ce que notre goût est construit de façon éclairée, de façon totalement libre, quand on a grandi dans les stéréotypes? Et nous avons toutes et tous grandi dans les stéréotypes, quelle que soit la famille, quelle que soit l'éducation que nous avons eue, nous ne vivons pas dans des bulles, donc nous sommes exposés aux pubs, nous sommes exposés aux médias, aux magazines, aux films, aux représentations différenciées des femmes et des hommes. Donc je crois que quand on n'a pas, par exemple, de rôle modèle ou de personnes dans lesquelles on peut s'identifier, c'est très difficile de se dire, effectivement, je suis une femme et je vais faire de la mécanique, ou je suis un homme et j'ai envie de devenir sage-femme ou d'aller dans des crèches pour m'occuper des bébés. Donc nous, on mène un travail sur l'orientation avec le ministre de l'Éducation nationale et avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui elle-même était chercheuse à la base dans des domaines scientifiques qui sont majoritairement occupés habituellement par des hommes. Donc on mène ce travail et je voudrais observer qu'on a un sujet, je crois, sur l'orientation des femmes dans les nouvelles technologies notamment, parce que ce sont les secteurs d'avenir, les secteurs qui sont porteurs avec la transformation digitale que nous vivons actuellement. Ça va être des compétences sine qua non pour être embauchées et pour faire carrière dans bien des secteurs. Et il y a une étude qui s'appelle Gender Scan qui nous montre qu'entre 2010 et 2015, de façon totalement inexpliquée, la part des femmes orientées dans les secteurs de nouvelles technologies chute. Elle est en roue libre et ces chiffres, on les trouve dans les autres pays d'Europe aussi, de la même manière, de façon inexpliquée. Et derrière, il y a un enjeu de société, au-delà du fait de dire que ça veut dire que les filles seront privées de ces filières d'avenir. Ce qu'on observe, c'est que les femmes entreprennent majoritairement dans les secteurs suivants: santé, sanitaire et social, service à la personne. Ça veut dire que si les femmes ne sont pas formées aux nouvelles technologies, eh bien, on a des secteurs, santé, sanitaire et social, service à la personne, qui vont passer complètement à côté de la révolution digitale. Je vous donne un exemple. Regardez sur vos téléphones le nombre d'applications qui concernent des sujets dits masculins, la mécanique, les drones, etc. Et regardez le nombre d'applications qui permettent, par exemple, de géolocaliser votre place en crèche. Mais il y en a beaucoup moins parce que les femmes sont beaucoup moins formées et qu'elles entreprennent majoritairement dans ces secteurs. Donc on a un enjeu pas uniquement d'égalité femmes-hommes, mais un enjeu de société
tout entière pour enrichir ces formations et pour permettre aux femmes et aux hommes de s'orienter de façon indifférenciée. On proposera nos premières mesures pour la rentrée 2019, en même temps que la mallette des parents, qui est un projet sur lequel on travaille avec le ministre de l'Éducation nationale, qui permettra de développer les valeurs de la République, l'égalité femmes-hommes et les questions d'orientation en direction des parents, parce qu'on observe qu'aussi souvent, au-delà de l'école, les parents peuvent être un frein à l'orientation des filles vers des secteurs comme la mécanique ou les écoles d'ingénieurs, ou des garçons vers des filières dites plus féminines, entre guillemets. Merci. Une dernière question, et puis on va clore cette table ronde. Monsieur au milieu. Question d'un monsieur. Allez-y, levez-vous, qu'on vous repère. Voilà, merci. Non, vous allez parler avec un micro. Mais vous pouvez parler fort dans le micro si vous voulez. Dans cette assemblée Vivre Ensemble, j'entends beaucoup de pratiques déviantes, de répression, donc des choses qui ne sont pas positives. Et je trouve que le discours souvent est assez clivant entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de succès, de réussite pour les mettre en avant et puis que ce soit un effet entraînant pour toutes les femmes qui sont dans les assemblées? Merci. Ben justement, on va conclure avec vous. C'est drôle parce que c'est un reproche. Il y a quelques années, je vous raconte une anecdote. Il y a quelques années, j'ai voulu écrire un livre sur la culture du viol et j'ai mis 3 ans à trouver un éditeur parce que tous les éditeurs me disaient « Oh, c'est triste, oh, c'est plombant, oh, c'est pas feel good, oh, vos histoires de viol, c'est pas très positif. » Alors oui, pardon, on est dans un moment de libération de la parole où des femmes qui ont vécu des viols, des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel racontent ce qu'elles ont vécu. Elles essayent de ne pas se positionner en victime ou en petite chose fragile, comme ça a été dit. Elles essayent d'en faire quelque chose de patrice, mais il y a des moments dans la vie où on vit des choses difficiles, des choses dures et des choses qui ne sont pas glamour et pas feel good. Et je pense que c'est important d'en parler sans culpabiliser en plus les femmes qui en parlent. Mais de façon générale, sur l'égalité femmes-hommes, bien sûr qu'il y a des choses positives. Moi, je peux vous donner un exemple. Je vous parlais de la commission d'investiture. On a réussi à faire passer le taux de femmes parlementaires de 20% et quelques à près de 40%. Ça, c'est un progrès sans précédent. On a une femme présidente de la commission des lois pour la première fois. C'est un progrès aussi. On arrive à faire des choses. On a des femmes qui défrichent, qui sont des pionnières encore maintenant des choses tous les jours. Et moi, je suis très enthousiaste quand je vais notamment à la rencontre de ces jeunes générations avec lesquelles vous travaillez tous les jours, de voir à quel point ces nouvelles générations, d'abord, ont une conscience très aiguë des rapports généraux, des inégalités sociales, des inégalités femmes-hommes, de l'écologie, de la préservation de la planète, et à quel point, contrairement à ce qui est dit dans un certain nombre de livres et d'articles, à quel point c'est une génération qui est solidaire, qui est engagée, et moi j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme à chaque fois que je rencontre ces jeunes de ces nouvelles générations, et j'ai hâte qu'ils arrivent à leur tour au pouvoir pour justement infuser cet enthousiasme dans leur manière de changer le monde. Allez. On va terminer. On va juste terminer. Il y avait une question sur Twitter de Lucie qui disait est-ce que le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes ne peut pas devenir un enseignement à part entière dès le CP? Très rapidement, le ministre de l'Éducation nationale a dit que ses priorités pour l'école primaire, c'était lire, écrire, compter, respecter autrui. Et dans les ateliers que j'ai faits dernièrement dans un lycée à Osny, en Ile-de-France, avec Jean-Michel Blanquer, on observait qu'effectivement, il faut former davantage les enseignants, qu'il faut que les interventions, et j'ai bien entendu votre demande, cher monsieur, soient plus facilitées dans les établissements scolaires pour les experts, pas pour le tout venant, mais pour les experts, et qu'on puisse diffuser cette culture de l'égalité, pas forcément dans un enseignement à part entière, mais dans, globalement, se respecter autrui. Merci Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci Armelle et Philippe Rougier de votre participation, membres de l'association Sésame. Merci Stéphane et Laetitia. Et on va rendre l'antenne donc à Public Sénat. Merci à vous. Et voilà, et on va se faire une petite virgule musicale maintenant avec la chorale Glenwell, qui est accompagné des enfants de l'école Claude Marquet de Pontivy, qui vont venir rapidement s'installer et chanter une chanson citoyenne, paraît-il. Ce qui ne va pas être très facile dans ces conditions.
Voilà, est-ce qu'ils viennent s'installer, les enfants?